de nous, les plantes composent un décor familier que nous regardons peu. Herbes folles ou fleurs sublimes, même si elles attirent quelquefois notre attention, nous les connaissons mal, souvent pas du tout. Nous sommes loin d'imaginer les qualités extraordinaires que les plantes possèdent. Au moment où nos sociétés s'interrogent sur leur rapport à la biodiversité, levons donc ici une partie du secret des plantes. Parcourons le monde et découvrons quels partenaires elles deviennent dans nos vies d'aujourd'hui. Mettons-nous en marche et regardons au bord du chemin. Nous y trouverons des plantes qui racontent si bien ce que nous sommes en ce début du XXIe siècle. Alors l'ortie, moi j'ai toujours dit, s'il fallait laisser une seule plante sur Terre, pour moi ce serait l'ortie. L'ortie est certainement une plante importante dans notre civilisation. C'est une plante qui suit l'homme, c'est une plante qui nous est très proche. Malgré tout, rarement une plante aura été aussi injustement dénigrée que l'ortie. Archétype de la mauvaise herbe, au mieux on l'ignore, le plus souvent on la coupe, car elle contrarie la perfection d'un jardin ou simplement nous agace de sa piqûre. Dans les jardins de France ou les forêts d'Australie, l'ortie se présente à nous de multiples façons, nous rappelant que le règne végétal est bien plus complexe que tout ce qu'on avait imaginé. C'est de loin la plante la plus dangereuse pour l'homme. Les touristes qui visitent l'Australie courent vraiment le risque d'être piqués par un stinging tree. Ils ne savent même pas qu'il est là. Au cours du voyage, nous verrons néanmoins que l'ortie est plus précieuse que menaçante. Si elle est plutôt associée à des pratiques anciennes, l'ortie se fait aujourd'hui plus indispensable que jamais. Elle est même au cœur de polémiques, certes très françaises, mais qui expriment cependant un désir universel de liberté. Mais avant de découvrir en quoi l'ortie est en fait si précieuse, si actuelle, essayons de saisir ce qui ternit autant sa réputation. L'ortie a le toupet d'aimer les sols riches. Riches en matière organique, riches en azote, en fait des sols riches de nos déchets, de nos excès, de nos polluants. Elle est un marqueur de l'activité humaine, de ses pratiques horticoles, de ses élevages, de ses constructions aussi. Car peu de plantes apprécient autant nos ruines. On l'a dit d'ailleurs, plantes rudérales, qui poussent sur les décombres. Aussi signale-t-elle notre présence longtemps après notre départ, dévoilant tant de choses de l'humain que ça nous agace un peu. Mais un léger agacement se change instantanément en rage lorsqu'on se frotte à l'ortie. De toutes ces caractéristiques, c'est sans doute sa piqûre qu'on retient le plus. À travers les âges, cette fameuse morsure a réduit le portrait de l'ortie à une caricature, celle de la plante qui brûle, car tel est son nom. Ortie, urtica, du latin urere qui veut dire brûler. Pour les botanistes, c'est même la famille entière qui sera nommée selon cette étymologie, les urticacées. Une grande famille où tout le monde pourtant ne pique pas. Alors, parmi les urticacées qui piquent, nous rencontrons la grande ortie, Urtica dioica, une grande dame très répandue qui sera au cours de notre voyage une excellente ambassadrice des urticacées. Si la grande ortie pique, c'est qu'elle est couverte de dards minuscules, la tige comme les feuilles, sorte d'aiguilles renflées et cassantes contenant un cocktail irritant d'histamine, de sérotonine, d'acétylcholine et bien d'autres substances encore. Au moindre contact, ces aiguilles se brisent, pénètrent la peau et y injectent le liquide urticant. 1/10 de milligramme suffit à provoquer cloques et irritation. Là, évidemment, toute sympathie disparaît pour un moment. En outre, ce n'est jamais une ortie solitaire que l'on croise. L'ortie s'installe en bande, en massif. Les jeunes explorateurs en culottes courtes que nous étions enfants en savent quelque chose. Car l'ortie est une plante à rhizome. Elle tisse sous terre un réseau de racines traçantes, des stolons, rythmés à intervalles réguliers de nodosité, d'où partent verticalement les tiges d'ortie. Ainsi, sur quelques mètres carrés de belles orties,
Le plus souvent, c'est un seul et même individu auquel on est confronté, et non pas des centaines comme on pourrait le croire. Ce système de reproduction dit végétatif assure à l'ortie une grande force de colonisation et de persistance. Certains déjà mettent en œuvre ce basculement. Malgré les réticences ou même les freins des pouvoirs publics, ils ont choisi de cultiver autrement. C'est le cas de François de Conti, viticulteur à Ténac. Alors, en lutte traditionnelle sur la vigne, en gros, chaque viticulteur met 14 traitements chimiques. Bon, eh bien, nous, on n'en met aucun. On ne fait que des traitements à partir de produits naturels. Ce qu'on veut démontrer, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser les produits chimiques à outrance. On peut s'en passer. Ça marche, ça fonctionne. La preuve, elle est là, il suffit de venir voir. Alors, bien évidemment, c'est un peu comme l'être humain. Si jamais il y avait vraiment une grosse attaque de maladie, si jamais vraiment on avait une déficience chronique qui s'installait, bien évidemment qu'on ferait appel à l'allopathie, bien évidemment qu'on utiliserait un produit phytosanitaire normal. Mais comme la vigne n'est pas habituée à ce produit phytosanitaire, on pourrait l'utiliser quasiment à demi-dose et on aurait une efficacité tout aussi visible que les gens qui travaillent à haute dose. Voilà, regardez, une feuille qui a 0 défaut. Regardez cette feuille, elle est magnifique, elle est splendide. C'est une jeune feuille, il n'y a aucune maladie apparente, ni devant, ni derrière. Uniquement des macérations de plantes, uniquement des produits naturels, aucun traitement chimique. Moi, je considère que je suis normal. C'est ceux qui utilisent des produits chimiques qui ne sont pas normaux, là, pour le coup. La meilleure arme qu'on ait aujourd'hui, c'est les purins. C'est les purins d'ortie, de prêle, consoude, de fougère. Ces armes-là sont extraordinaires parce qu'elles fonctionnent très très bien et tout de suite. Et une fois que la vigne commence à se réacclimater, à se défendre elle-même, on a d'autres armes dans l'arsenal bio qui fonctionnent très très bien. François de Conti s'est engagé dans une démarche globale. Voilà. Il soigne sa vigne avec les purins de plantes, orties et autres, mais il s'aide aussi d'un ensemble de plantes sauvages, plantes compagnes et plantes bio-indicatrices, qui complètent son dispositif et lui permettent de se libérer totalement de l'impasse des traitements chimiques. Alors ici, en fait, on a des plantes extraordinaires qui poussent, que nous avons semées, hein. Elles ne sont pas venues toutes seules. Ça, c'est de la luzerne. Donc ça, c'est une plante qui a la particularité d'avoir son tissu racinaire qui se développe au même endroit que la vigne. La luzerne, en étant installée ici, actuellement comme il pleut beaucoup, évacue, elle pompe l'eau et elle évacue dans l'atmosphère énormément d'eau. On a également planté du trèfle. Le trèfle a une particularité fabuleuse, c'est aussi une légumineuse et c'est une plante qui fleurit tout au long de l'année. Cette plante nourrit les insectes qui vivent dans mon vignoble. Ils vivent en symbiose ici. Il se développe avec lui et il se développe tout un écosystème qui permet finalement de retrouver un certain équilibre. On a le sol, on a la plante, on a les insectes et on essaye non pas de lutter l'un contre l'autre, mais d'amener l'un à l'autre à cohabiter et à s'épauler l'un l'autre. La luzerne vient épauler ma vigne, le trèfle vient épauler les insectes qui épaulent ma vigne. Donc là, ici, on est sur la parcelle que l'on voudrait généraliser. Tout l'ensemble du vignoble devrait ressembler très rapidement à ça, justement parce que là, on a tous les ingrédients de la réussite. On a à la fois les herbes compagnes, on a à la fois les plantes bio-indicatrices, on a à la fois les traitements non chimiques. On est sur du pur produit. Il n'y a aucun produit chimique qui a été mis sur cette parcelle depuis plus de 7 ans. C'est quand même fabuleux. L'ortie elle-même, ou l'ortie sous forme de purin, montre jusqu'à l'absurde à quel point notre défiance à l'égard des plantes sauvages est sans objet. Dès lors qu'on découvre l'ortie, on est surpris par tout ce qu'elle nous apporte. Elle est le parfait emblème de notre relation à la nature sauvage. Une relation à reconstruire.